L'Afrique est un sujet géopolitique qui donne lieu à de nombreuses analyses. Chaque année, un certain nombre d'observations sont réalisées par différents cercles de réflexion et instituts. Ce soir, nous recevons le chercheur Abdelhak Bassou qui publie un rapport annuel sur la géopolitique africaine et elle est dirigée par le Centre des politiques pour le Nouveau Sud, un cercle de réflexion basé au Maroc. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci et bonsoir et merci de m'avoir invité et donc de me donner l'occasion de participer à ce panorama donc, géopolitique. Alors justement, avant de revenir sur l'année 2019 en termes de géopolitique, j'aimerais savoir ce qui fait la singularité de votre cercle de réflexion. Alors, le Policy Center for the New South, qu'on peut traduire en français. Qu'on peut traduire en français comme étant le centre des politiques pour le Nouveau Sud. Voilà. Est un think tank marocain donc, qui défend ce concept de Nouveau Sud. Si on défend le Nouveau Sud, c'est-à-dire quel est le Nouveau Sud que nous ambitionnons. Donc c'est un Sud auquel d'ailleurs appartient l'Afrique et le Maroc en tant que partie intégrante de l'Afrique. Un Sud qui est surtout décomplexé par rapport au Nord. Et pour être décomplexé, il produit lui-même son narratif sur soi-même. Alors, ce qui frappe à la lecture de votre dernier rapport, c'est que l'ensemble des participants sont africains. S'agissait-il d'une prise de parti de votre part? Oui, le fait de ne faire participer que des Africains au rapport géopolitique sur l'Afrique est un parti pris. Parce que si nous voulons que le narratif soit africain, il faut qu'il soit fait par des Africains. Et c'est dans ce sens-là que les 16 chapitres qu'il y a sur le rapport géopolitique d'Afrique de 2019 a été couvert par 15 auteurs africains. Alors justement, on va y venir à ce rapport et il va nous permettre notamment de balayer l'année 2019 qui s'achève en termes de géopolitique. Au cœur de cette année géopolitique, le Sahel. Nouvelle illustration au Burkina Faso avec l'attaque qui a eu lieu mardi matin dans le nord à Arbinda. Diriez-vous que l'année 2019 a été celle de l'accentuation de la menace terroriste? Oui, ça avait déjà commencé en 2018. L'accentuation. Est-ce que les choses ont d'une certaine manière empiré cette année? 2018, 2019, nous avons été sur une courbe croissante en ce qui concerne ces attentats au Sahel. Non seulement ça s'est accentué, mais ça avance vers le sud. On a vu d'ailleurs l'enlèvement de la personne au nord du Bénin. Donc on avance vers le sud et la menace se précise également pour les États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce n'est pas seulement une accentuation en intensité, en nombre d'attentats qui sont perpétrés dans cette région, mais c'est également cette, je veux dire entre guillemets, ruée vers l'Afrique de l'Ouest. Ça va vers le sud, ça avance. Alors, justement, la France et les pays du G5 Sahel sont en première ligne dans cette lutte. Où sont les autres pays africains ? Là, je crois que l'Union africaine est un peu le grand absent de ce... Prenons le Sahel, si on veut tracer les cercles, si vous voulez, qui sont concernés. Ce sont d'abord ces 5 pays, mais c'est ensuite l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. C'est l'Afrique centrale auquel appartient le Tchad, qui est concerné également. Ensuite, c'est l'Union africaine. Ce n'est qu'après ces communautés africaines que normalement doit venir l'aide étrangère. Un point qu'il faudrait peut-être souligner, c'est qu'on a tendance à séparer la zone de tension qui existe au Sahel, donc dans l'Iptako-Gourma, c'est-à-dire la frontière... La zone des 3 frontières. Des 3 frontières. Entre Burkina Faso, Mali, Niger. Et le bassin du lac Tchad. On s'occupe un peu moins de ce qui se passe avec Boko Haram au bassin du lac Tchad. Or, un pays comme le Niger, il est concerné par les deux. On se souvient des attaques de Difa au sud du Niger. Donc le Niger est à la fois touché, donc on a vu la semaine dernière avec le drame qu'il y a eu au Niger, il est touché par le terrorisme du Sahel, mais il est également touché par ce qui se passe au lac Tchad. Et donc je crois qu'on n'a pas intérêt à séparer ces questions, il faut lutter contre tout le fléau. Alors, justement, est-ce que l'absence des autres nations africaines n'est pas due à une perception différente, lointaine de cette menace djihadiste? Certainement. Si on veut
lutter contre une menace. Il faut qu'on en ait la même perception. Il faudrait que les États qui ne sont pas aujourd'hui touchés se disent que ça avance et on peut être touché. Et si on laisse, c'est un virus. Si vous laissez, il touche tout le corps. Il faut combattre. Il ne faut pas se dire qu'il a touché telle partie, donc nous, on n'est pas concernés. Toute l'Afrique est concernée par ce qui se passe aujourd'hui au Liptako Gourma et au bassin du lac Tchad. En novembre, au mois de novembre dernier, lors du Forum de Dakar pour la paix et la sécurité, il a été beaucoup question de la Libye. Les dirigeants africains qui étaient présents à cette réunion disaient qu'il n'y aura pas de solution pérenne dans la région du Sahel sans changement en Libye. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Oui et non. Oui, dans la mesure où tout a été déclenché à partir de, si vous voulez, du démantèlement du régime de Kadhafi. Parce qu'il y a des armes, il y a des combattants qui sont descendus au nord du Mali. Ça, d'une part. D'autre part, aujourd'hui, le Sahel est une zone de tension par elle-même. Aujourd'hui, il n'est plus nourri par le conflit libyen, par ce qui se passe en Libye. Aujourd'hui, il existe une zone de tension qui existe par elle-même, au Sahel même. Et je parlais tout à l'heure du bassin de lac Tchad. Maintenant, ce qu'il faudrait craindre, c'est un peu cette jonction entre Boko Haram et Il peut y avoir des ramifications entre les deux groupes? Il peut exister. Déjà, on parle de camps d'entraînement qui existent au Sahel pour Boko Haram, d'entraînement qui se font chez Boko Haram pour les gens de l'État islamique au Grand Sahara. Donc, tout ça est en train de se dessiner. On a vu d'ailleurs la formation en mars 2017 du groupe de Nusrat Islam wal Muslimun, donc qui étaient 4 groupes différents qui se sont ralliés. Aujourd'hui, on sait que l'État islamique au Grand Sahara de Abou Walid Sahraoui, de Adnan Abou Walid Sahraoui et JNIM sont en train de collaborer ensemble. Et il y a également des signaux faibles de relations entre Boko Haram et ce terrorisme-là. Plusieurs pays africains ont marqué l'année qui s'achève, parmi eux le Soudan avec le soulèvement populaire qui a mis fin au régime d'Omar el-Béchir, l'Algérie avec le mouvement du Irak et la présidentielle. Comment l'observateur que vous êtes analyse ces deux événements majeurs? Je crois qu'il faudrait les rapprocher du printemps arabe, peut-être. Le printemps arabe, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'analystes se demandent aujourd'hui, est-ce que le printemps arabe est terminé? Selon vous, il y a beaucoup de ressemblances entre ce qui s'est passé au Soudan et en Algérie. Donc, selon vous, il continue. Et le printemps arabe. Ça se passe dans le même espace. Il y a les mêmes revendications. Donc, tous ces éléments poussent à croire qu'on est peut-être encore dans les résidus, si l'on veut, du printemps arabe. La Tunisie a élu à sa tête en octobre dernier Kais Saïed avec 72,71% des voix. Il s'agit d'une personnalité hors système et hors parti. Comment comprendre ce basculement? Personnellement, hors système, hors parti, je crois qu'il a été élu grâce aux voix d'Ennahda. C'est votre analyse? Oui, donc dire qu'il est hors parti, qu'il est hors système, c'est un peu aller loin en besogne. Et vous pensez qu'il ne se différenciait pas des autres candidats, des autres partis qui étaient déjà sur la scène politique tunisienne? Il faudrait lui donner le temps pour voir. Donc déjà, nous sommes aujourd'hui, ça s'est très bien passé. On a fait des élections législatives, des élections présidentielles. Il n'y a pas eu d'incident, ça s'est bien passé. Mais aujourd'hui, on est bloqué pour la formation du gouvernement. Donc, affaire à suivre. Les deux grandes puissances du continent ont connu des présidentielles. Au Nigeria, Muhammadu Buhari a été réélu. Également une réélection pour Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud. Que nous disent ces deux scrutins majeurs? Eh bien, s'il faut en retirer 2 leçons, peut-être pour ces 2 pays, en Afrique du Sud, c'est le recul de l'ANC. C'est la première fois de l'histoire de l'ANC qu'il descend sous la barre des 62%. Et comment ça s'explique? L'ANC est divisée. Il y a aujourd'hui presque 2 ANC. Un ANC de Ramaphosa et un ANC de Jacob Zuma. Et selon vous, c'est ce qui a poussé justement à ce recul dans les urnes de l'ANC? À ce recul dans les urnes, et le président Ramaphosa continue même aujourd'hui donc à trouver une opposition, non pas au sein du gouvernement seulement, mais au sein du parti, au sein de l'ANC elle-même. Ce qui attire l'attention dans les élections
du Nigeria, c'est que si vous prenez la carte des résultats, vous allez avoir une ligne de démarcation entre le nord et le sud. Donc, c'est un Nigeria divisé. Divisé également. Un nord qui a voté Buhari, un nord musulman, et un sud chrétien qui a voté pour l'autre. Donc, d'une certaine manière, si on veut synthétiser ce qui s'est passé au Nigeria et en Afrique du Sud, c'est un recul dans les urnes pour le parti historique et une division au sein de la plus grosse économie africaine. De l'électorat, oui. Donc, le Nigeria... Alors, le 10 décembre dernier, Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, recevait le prix Nobel de la paix 2019 grâce à l'accord signé avec son voisin érythréen. S'agissait-il d'un prix Nobel symbolique, selon vous? Quand on sait que tous les problèmes entre les deux pays ne sont pas réglés, notamment avec récemment la fermeture des frontières. Quand ils ne sont pas encore réglés, et puis la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, c'est vrai que c'est un grand événement, vu ce qui s'est passé dans l'histoire entre les deux, mais est-ce que c'est le plus grand événement africain? Donc, seulement, on doit saluer normalement ce courage d'Abiy Ahmed avec ce qu'il a fait en Éthiopie. La personne est jeune. Si on suit ce qui s'est passé en Éthiopie depuis 2015 avec les manifestations, avec tout ce qui s'est passé aussi bien à Addis Ababa que dans les autres villes, il a du courage. Et puis, c'est la personnalité donc, qui a pu quand même recueillir le consensus au sein du parti qui gouverne et qui est une coalition de 4 partis. C'est pas facile. Donc, le travail fait par Abiy Ahmed est un travail à saluer. Maintenant, le prix Nobel, on l'attendra pour juger. On verra. Alors, pour finir, quels seront, selon vous, les 3 faits géopolitiques majeurs à suivre dans l'année qui arrive? Rapidement. S'il faut 3, d'abord souligner la Russie qui arrive officiellement en Afrique grâce au sommet de Sochi en octobre qui s'est passé à Sochi en octobre dernier. Premier élément pour moi. Deuxième élément, j'ai suivi votre journal, donc, et cette affaire de Côte d'Ivoire. Les élections en Côte d'Ivoire. Les élections de Côte d'Ivoire de 2020. Il faudrait vraiment que... C'est aujourd'hui... La région des Grands Lacs, surtout le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, et cette action de l'AFD, de cette alliance des forces démocratiques qui commence maintenant à se manifester, avec des attentats, peut-être un futur foyer de tension. Nous suivrons évidemment ces événements et ces pays dans le Journal Afrique. Merci Abdelhak Bassou d'avoir été l'invité du Journal Afrique. Ainsi va l'actualité sur le continent. Excellente soirée à tous sur TV5 Monde.